Pour le moment, ce que je voudrais expliquer, c'est l'origine de ces contraintes. Qu'est-ce qui fait que finalement aujourd'hui, j'explique cet écart entre les représentations et les pratiques? Eh bien, ça me vient de l'analyse stratégique que j'ai appris dans les années 60 auprès de Michel Crozier. Et à l'origine, l'analyse stratégique était appliquée aux organisations, ce qu'on appelle aux systèmes d'action, que ce soit une entreprise, une administration, ou une ONG, ou une association. Et petit à petit, avec mes déplacements à travers le monde, puisque j'ai commencé par travailler à Madagascar et au Congo, j'ai transféré l'analyse stratégique à l'étude de ce qu'on appelle les lignages, la famille, la parenté au Congo, dans le village de Sakameso, et j'ai analysé les relations entre les aînés et les cadets sociaux, plutôt les personnes âgées, les femmes et les plus jeunes, en termes d'analyse stratégique autour d'une zone d'incertitude qui est la sorcellerie. Et je montre comment en réalité les relations de pouvoir s'organisent autour de cette question de l'incertitude et de la sorcellerie. C'est une transposition de l'analyse stratégique qui était à l'origine appliquée à un modèle industriel, celui de la Seita et celui de la panne des machines, que j'ai transposé aux pratiques et au fonctionnement des familles dans un village congolais à Sakameso. Par la suite, en rentrant en France, j'ai transposé cette approche stratégique et des éléments que j'avais appris à Sakameso au Congo à la consommation. Je l'ai transposé dans le domaine de la consommation et j'ai analysé la famille ou les ménages en France, au Brésil, aux États-Unis et en Chine, en termes d'acteurs, de jeux d'acteurs, de différences stratégiques et de contraintes. Et finalement, je montre comment ces différents acteurs, le couple, quelle que soit sa forme juridique, les enfants, la famille élargie, les amis, voire les collègues, vont jouer dans un jeu social d'interaction et qui fait que quelque part un individu ou un groupe d'acteurs n'est pas entièrement libre de faire ce qu'il veut, mais qu'il va agir sous les contraintes matérielles, sociales et symboliques. Derrière la question des contraintes, il y a un modèle théorique assez simple, qui est celui donc de l'approche stratégique et qui postule non pas qu'on soit entièrement libre, non pas qu'on soit entièrement déterminé, mais que les acteurs ont des marges de manœuvre. Et ces marges de manœuvre expriment à la fois que chaque acteur, individu ou groupe, a des capacités de faire des calculs, mais qu'en même temps, les contraintes, le jeu social, conditionnent en partie les calculs et en partie ces marges de manœuvre. Mais une des subtilités de cette approche est qu'elle est elle-même encastrée dans un modèle méthodologique que j'ai appelé les échelles d'observation et qui vont montrer que plus on monte à une échelle macro-sociale et plus on fait apparaître des conditionnements ou des régularités sociales, et donc comment des effets d'appartenance comme par exemple la classe sociale, la génération, le genre ou la culture vont conditionner les acteurs, et à l'inverse, si on descend vers l'individu, vers le sujet, on va trouver plus de liberté. Et donc les échelles d'observation où je travaille, mésosociale et microsociale, sont du même ordre. Ce sont deux échelles qui traitent des jeux d'acteurs, qu'ils soient en très petit nombre, comme dans le cas des ménages ou de la famille, ou qu'ils soient en très grand nombre dans les grandes organisations comme les entreprises, les administrations ou les ONG. Mais dans tous les cas, on va avoir cette espèce de mobilité entre échelles. En général, je travaille à une échelle microsociale et mésosociale, mais pour comprendre une partie de ce que j'observe à une échelle microsociale, je vais avoir besoin de comprendre aussi qu'est-ce qui se passe au niveau de la société et surtout aujourd'hui, qu'est-ce qui est en train de se passer au niveau géopolitique. Et notamment, je pense au cas de la Chine, j'ai compris ce que j'observais dans les années 1997 à 2000 au niveau très microsocial du logement et des familles en Chine. J'ai compris que ce que j'observais dépendait d'un sous-jacent sociétal qui était beaucoup plus important, ou qui était en tout cas très important à comprendre, et qui était l'émergence d'une nouvelle classe moyenne chinoise qui n'existait pas avant 2000, ou très faiblement,
et qui a commencé à progresser à partir des années 95-2000. C'était le moment aussi de l'émergence des villes, des infrastructures, des centres commerciaux, de la multiplication des logements, de l'équipement de ces logements et donc du début de la grande consommation. Et finalement qui ressemblait de façon assez proche à ce qu'on avait connu en Europe de l'Ouest dans les années 50, ce qu'on a appelé les 30 glorieuses, et ce qui avait déjà démarré aussi aux États-Unis dans les années 20, en termes de grande consommation et d'équipement du logement. Et donc ce qu'il faut comprendre derrière cette question des écarts entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, c'est qu'on peut l'observer principalement à ces deux échelles, celle mésosociale ou celle microsociale, qu'on l'observe moins à l'échelle micro-individuelle et pas du tout à l'échelle macrosociale. Donc si on reste uniquement à l'échelle macrosociale, celle par exemple des sondages d'opinion ou celle des questionnaires quantitatifs, eh bien à cette échelle-là, on va avoir des réponses en termes de déclaratifs, on va avoir par exemple des sondages d'opinion, on va tout à fait pouvoir observer l'évolution des valeurs, l'évolution des opinions, l'évolution de tout ce qui paraît positif ou négatif dans la société, un certain nombre d'opinions qui sont en train d'émerger, dont les sondages vont nous montrer que les Français y sont très favorables, et puis quand on va regarder les pratiques, eh bien on va découvrir que quelque part, par exemple, le bio aujourd'hui représente 4%, mettons, des pratiques réelles en termes d'achat. Ceci ne veut absolument pas dire que le bio ne va pas se développer, il semble probable qu'il va se développer, mais d'autres enquêtes vont montrer que développer des pratiques bio, par exemple pour un agriculteur, ce qui est plutôt avantageux aujourd'hui en termes de rentabilité, est aussi extrêmement risqué, demande du temps et des investissements. Et donc il y aura énormément de contraintes pour passer d'une agriculture intensive traditionnelle à une agriculture moins intensive en termes de bio. Là encore, les contraintes vont jouer un rôle extrêmement important pour expliquer, alors qu'on a plutôt intérêt à développer le bio, et bien quelque part, le développement du bio ne va pas aussi vite. C'est le même problème pour les énergies alternatives. On sait qu'il serait bien de développer des énergies alternatives aux énergies fossiles, principalement du charbon, et pourtant, c'est assez compliqué à développer parce qu'il y a énormément de contraintes, qu'il y a des filières qui vont nous montrer que peut-être certaines énergies sont intéressantes, mais que la façon de les produire, notamment à base de terres rares, est assez polluante. Donc quelque part, est-ce que le gain de l'énergie alternative qu'on va avoir est aussi intéressant qu'on pourrait le penser? On va se rendre compte que pour produire des panneaux solaires, cela demande d'utiliser des terres rares qui sont principalement maîtrisées aujourd'hui en Chine, et que ces terres rares sont extrêmement polluantes. Donc quelque part, il y a aussi un bilan entre la pollution nécessaire à la production des panneaux solaires et finalement l'économie de CO2 que l'on va faire en utilisant les panneaux solaires. Là encore, ce n'est pas du tout pour dire qu'il ne faut pas se lancer dans les panneaux solaires, c'est juste pour rappeler qu'il y a des contraintes et qu'il ne suffit pas de dire il n'y a qu'un faucon, il faut aussi tenir compte de ces contraintes. Bien souvent, il faut aller observer sur les lieux et les pratiques qu'est-ce que font réellement les gens, et surtout, il faut intégrer et essayer de comprendre quelles sont les contraintes qui s'intercalent entre des opinions positives, des représentations positives, la mise en évidence de ces différentes contraintes qui vont permettre d'expliquer pourquoi les pratiques, par exemple, sont faibles. Ces contraintes, quand on les a bien comprises, deviennent des potentialités si la situation change et si on prend autrement ces contraintes.